Et nous sommes une demi-heure avant ces questions au gouvernement. Ludovic Faux, vous avez pris connaissance des questions qui seront posées cet après-midi aux différents ministres. Oui, eh bien d'abord, à Marion, que serait une semaine de questions au gouvernement sans une question sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, hein, l'un des sujets favoris de l'opposition pour dénoncer le manque d'autorité du gouvernement. Alors cette semaine, c'est le groupe UDI qui s'en chargera. Pour le reste, des questions très variées. Le groupe Les Républicains s'inquiétera notamment de la baisse de la natalité, une façon évidemment de critiquer la politique familiale du gouvernement. Du côté de la droite, il y aura aussi une question sur l'éducation nationale, là encore évidemment pour critiquer, dénoncer la politique de l'actuelle majorité. Et puis à noter également une question sur la politique départementale face au vieillissement de la population. Alors du côté du groupe socialiste, au contraire, des questions plutôt pour valoriser l'action du gouvernement. Il y aura notamment une question sur la fiscalité avec les baisses d'impôts en faveur des contribuables les plus modestes. Une question aussi sur le plan grand froid. Et puis vous le savez, hein, depuis qu'un certain nombre de députés écologistes ont rejoint le groupe socialiste, les écologistes ont droit à un quota de questions chaque semaine. Et aujourd'hui, eh bien, ce sera une question sur le gaz de schiste dans le cadre de la réforme du code minier. Voilà Marion pour les principales questions. Merci à vous, Ludovic. Pour ce face-à-face, deux questions d'actualité. J'accueille sur ce plateau deux députés. Monique Orphée, bonjour, vous êtes députée socialiste de La Réunion. Face à vous, Isabelle Le Callennec. Bonjour, vous êtes députée Les Républicains d'Ille-et-Vilaine. Bienvenue à vous. On va commencer justement par cette interpellation du groupe socialiste sur la question des gaz de schiste, car la réforme du code minier, vous l'avez entendu, est actuellement étudiée en commission à l'Assemblée. Elle prévoit un pas de plus vers l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste. Ludovic, vous êtes avec François-Michel Lambert, le député écologiste des Bouches-du-Rhône, qui va interpeller le gouvernement. Oui, François-Michel Lambert, vous allez poser une question au gouvernement. Alors concrètement, qu'allez-vous demander à la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, concernant les gaz de schiste? Alors plus exactement, au bout de 5 ans de gouvernement, il y a 5 ans, les gaz de schiste mobilisaient la moitié de la France, si ce n'est toute la France, et une opposition avec une loi de la droite qui n'avait rien résolu. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, on voit bien que nous avons complètement réussi la transition énergétique par la loi, par la baisse du nucléaire, par la montée en puissance des énergies renouvelables. Et hier soir, en commission développement durable, une très très large majorité a définitivement enterré toute idée d'exploitation de gaz de schiste. Donc c'est la symbolique de cette transition et que Madame la Ministre nous précise comment nous pouvons accélérer cette transition énergétique indispensable, sortie des énergies fossiles, direction les énergies renouvelables. Merci François-Michel Lambert. On écoutera évidemment les précisions de Ségolène Royal tout à l'heure dans l'hémicycle. On a compris que vous étiez plutôt rassuré. Hein. Merci. Isabelle Le Callennec, aujourd'hui, les gaz de schiste doivent-ils être définitivement interdits? Alors, comme l'a rappelé notre collègue Monsieur Lambert, la loi de la droite dont il parlait, elle a été votée en 2011 et la France était à l'époque le premier pays qui a interdit la fracturation hydraulique, mais laisser la possibilité de chercher d'autres méthodes d'exploitation. L'exploration était autorisée. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, nous, c'est de laisser la voie possible à l'expérimentation, tout en étant extrêmement vigilant à la protection de l'environnement. Ce qu'on souhaite surtout, c'est de remplacer ce principe de précaution qui conduit à une espèce d'inaction, à un principe de responsabilité et d'innovation. On ne veut pas s'empêcher de chercher. Chercher, ça ne veut pas dire faire, mais en tous les cas, c'est bien la droite qui a en effet pris l'initiative d'interdire la fracturation hydraulique, mais on ne souhaite pas se couper de toutes les possibilités autres qui peuvent exister et on souhaite que la science continue à pouvoir chercher. Monique Orphée, on s'achemine vers une interdiction totale. Vous entendez ces arguments de l'opposition? Il faut laisser la porte ouverte aujourd'hui à l'expérimentation. Et moi, je crois que, je rappelle, effectivement, il y a eu cette loi de 2011, la loi Jacob, hein, qui avait interdit l'exploitation des gaz de schiste, mais il y avait quand même cette volonté de remettre en cause cette loi, notamment par les Républicains qui n'ont pas voté d'ailleurs cet amendement. Et je crois que le fait d'adopter cet amendement, notamment dans la loi sur la réforme minière, met fin en fait à cette inquiétude. Et je dis, je le répète, si on a pris cette loi, c'est parce qu'il y a vraiment danger
à utiliser effectivement cette exploitation des gaz de schiste, notamment sur l'environnement. On l'a vu aux États-Unis, hein, qui fait cette exploitation. On a vu le danger que ça représentait, notamment pour l'environnement. Alors, on va justement aller tout de suite écouter Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, qui s'exprimait depuis le Conseil des ministres sur ces questions. On l'écoute. Puisqu'on ne va pas l'exploiter, à quoi ça sert de dépenser de l'argent dans la prospection? Donc les gaz de schiste, c'est derrière nous. Même chose, on ne donnera plus de permis en mer, notamment d'exploitation des énergies fossiles, puisque les chercheurs nous disent que pour réussir la lutte contre le réchauffement climatique, il faut renoncer à exploiter des réserves d'énergie fossile souterraines ou sous-marines. Donc la France ne donnera plus d'autorisation de prospection d'énergie fossile. Et elle dira aux entreprises, investissez dans les énergies renouvelables, investissez dans les économies d'énergie, parce que c'est le nouveau modèle énergétique français. Isabelle Le Callennec, c'est la réponse directe de Ségolène Royal, finalement, à vos demandes aujourd'hui d'expérimentation. Il faut mieux investir ailleurs. Vous l'entendez? Ce n'est absolument pas incompatible. Nous maintenons qu'il y a la possibilité, en effet, d'expérimenter en étant respectueux de l'environnement et nous faisons confiance à la recherche et à l'innovation. En revanche, nous sommes bien évidemment à partager cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique, à trouver les voies et moyens. Donc les Républicains sont parfaitement favorables à ce qu'il y ait un équilibre et notamment un développement des énergies renouvelables. J'observe qu'en 5 ans, la gauche, le Parti socialiste en particulier, n'est pas parvenu à atteindre les objectifs. Je pense en particulier au déploiement de l'éolien. On est loin du compte. Donc en la matière, je pense qu'il faut non seulement avoir des discours de fermeté, il y a en effet nécessité de développer les énergies renouvelables, mais il faut aussi qu'on puisse acter dans les faits concrètement cette volonté politique qui peut être partagée. Ce qui nous fait la différence entre nous, c'est bien sûr le débat qu'on peut avoir sur le nucléaire, où là, en effet, on maintient la nécessité d'avoir dans notre pays un parc nucléaire digne de ce nom et qui permette en effet à ce que la facture énergétique des Français ne soit pas augmentée. Je crois qu'il y a suffisamment de charges qui pèsent sur les ménages aujourd'hui. Donc on a besoin de l'ensemble des possibilités de production énergétique et en effet, on doit faire la chasse à tout ce qui est polluant pour l'environnement. Derrière ce code minier qui est à l'étude en ce moment à l'Assemblée, d'abord en commission, la semaine prochaine dans l'hémicycle, c'est la question de la politique énergétique de la France qui est en jeu, qui est en question, Monique Orphée. En tout cas, on a vu d'abord que le président de la République a respecté un engagement. En 2012, il a dit qu'il n'utilisait pas en tout cas cette exploitation, il l'a fait, il l'a respecté. Et Ségolène Royal, encore une fois, en adoptant cet amendement, clôt quelque part le débat. Et elle a mis en place aussi, elle a pris une belle loi sur la transition écologique, 500 millions d'euros qui va être investi dans la croissance verte, qui va être effectivement utilisé notamment pour développer tout ce qui est énergie renouvelable. Et je prends à témoin mon territoire, le territoire de la Réunion, qui est exemplaire en matière d'énergie renouvelable, puisque nous sommes à 33% de cette énergie. Et moi, je souhaite qu'on aille vers cette utilisation-là et non plus l'énergie fossile. Il aurait fallu attendre 5 ans pour cette réforme du code minier aujourd'hui à l'Assemblée. Cela traduit bien des arbitrages difficiles au sein du gouvernement tout de même pendant quelques années. Certainement, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que on est dans du concret. Encore une fois, engagement au départ par rapport aux écoliers, par rapport à l'environnement, de ne pas utiliser de gaz de schiste. On a vu les conséquences que ça avait sur l'environnement, que ça avait sur la couche d'ozone, 20 fois plus, je crois, d'effets négatifs, en tout cas sur la couche d'ozone. Donc, il y avait effectivement nécessité de lever les inquiétudes. Et cet amendement va permettre de lever les inquiétudes, de passer à autre chose, notamment à l'utilisation, d'avoir une vraie volonté
volonté politique de faire développer les énergies renouvelables. Isabelle Le Callennec, quand on voit aujourd'hui ces retours en arrière finalement sur ces politiques autour des gaz, des pétroles de schiste dans l'ensemble du monde, y a-t-il une possibilité pour que vous, les Républicains, la semaine prochaine, dans l'hémicycle, vous adoptiez également cet amendement tel qu'il a été adopté en commission? Moi, je ne sais pas si on adoptera cet amendement. Je ne pense pas, mais quand vous dites lever les inquiétudes, moi je pense qu'en effet, il faut faire beaucoup de pédagogie sur les enjeux énergétiques dans notre pays. J'observe que ce texte arrive juste avant la fin de la mandature, comme pour donner des gages aux écologistes qui l'attendent. On l'a bien vu depuis le début du mandat. Moi, j'ai reçu dans ma circonscription des personnes et des riverains qui étaient très inquiets d'un projet justement de mines et d'extraction, en tous les cas de recherche. Et je mesure bien les inquiétudes qu'il peut y avoir quand on est directement concerné. Il y a plusieurs projets comme ça en Bretagne. Je pense que sur ces questions-là, nous sommes majeurs les uns et les autres. Il faut beaucoup d'informations. Ce que les citoyens ne supportent pas, c'est le manque de transparence. Et donc, pour se déterminer, pour savoir si c'est important, si c'est dangereux, si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller, il faut des vrais débats qui ne soient pas des débats idéologiques, mais pour lesquels les citoyens disposent de toutes les informations pour elles aussi se dire on y va pas. Je redis juste que si on s'interdit tout, on ne fera plus rien dans notre pays, mais quand on s'autorise à expérimenter, à faire de la recherche, il faut les faire bien évidemment en étant parfaitement encadré et en respectant et nous suivrons un objectif commun, le respect de l'environnement. Et nous suivrons bien sûr ces débats la semaine prochaine dans l'hémicycle. On va poursuivre avec les chiffres de la démographie. Ils ont été dévoilés hier. Le nombre de Français s'élève à 66,9 millions. La baisse de la natalité se poursuit pour la deuxième année consécutive. C'est l'interrogation de Xavier Breton, l'interpellation du député Les Républicains de l'Ain au gouvernement. Il est en direct avec Ludovic Faux. Oui, Xavier Breton, cette baisse de la natalité pour la deuxième année consécutive, ça vous inquiète? Qu'allez-vous demander au gouvernement? Effectivement, on peut être inquiet parce qu'il y a eu une première baisse. On pouvait se dire c'est peut-être un avertissement. Là, je crois que le signal d'alarme est quand même posé. Il faut retenir deux chiffres. D'une part, le taux de fécondité est passé de 2 enfants par femme à 1,93. Et deuxième point, on a le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances d'un côté et les décès de l'autre, qui est au plus bas niveau depuis 40 ans. Donc on le voit bien, il y a un non-renouvellement des générations et il y a vraiment une confiance qui est brisée des familles dans la politique familiale qui était là pour les soutenir, les accompagner dans leurs tâches, dans leur mission d'éducation. Et c'est vraiment très inquiétant. Alors ce que je vais demander au gouvernement, c'est effectivement s'il ne regrette pas la politique anti-famille qu'il mène depuis 5 ans. On a baissé par 2 fois le quotient familial, on a supprimé l'universalité des allocations familiales, il y a eu la baisse de la prestation d'accueil pour les jeunes enfants, la réforme du congé parental qui aboutit en fait à la diminution de ce congé parental de 6 mois pour beaucoup de familles. Eh bien, on se rend compte effectivement que c'est une politique anti-famille qui a été menée pendant 5 ans. Merci Xavier Breton, politique anti-famille. Dites-vous, on sait que François Fillon, lui, veut faire des propositions fortes en matière de politique familiale. On verra ce que le gouvernement vous répond tout à l'heure dans l'hémicycle. Merci. Merci à vous, Ludovic. Monique Orphée, un mot sur le constat de ce député. C'est un signal d'alarme aujourd'hui, cette baisse de la natalité. Vous partagez ce constat? La France reste tout de même l'un des leaders européens aujourd'hui en termes de nombre d'enfants par femme. Oui, effectivement, la France. Alors, je constate d'abord que c'est un homme qui pose cette question. Il y a des inquiétudes. Oui, la France reste quand même dynamique au-delà de cette baisse. Moi, je crois que les mentalités ont évolué. Je veux dire, les familles d'hier, c'est plus les mêmes familles d'aujourd'hui. Les femmes ont envie, comme les hommes, parce que le choix de faire un enfant, c'est pas seulement l'affaire. J'ai l'impression qu'on rattache à chaque fois aux femmes, mais c'est aussi le choix des hommes. Et donc, je crois que les hommes, comme les femmes, ont d'autres perspectives quand ils fondent une famille. C'est d'abord être ensemble, c'est mener ensemble son projet professionnel et ensuite effectivement faire des enfants. Donc voilà, donc il faut accepter ce changement-là et bien sûr encourager à fonder une famille et notamment à faire des enfants en gardant effectivement notre politique familiale qui encore une fois a été fait pour bien sûr faire baisser les dépenses, mais surtout pour qu'on arrive à sauvegarder effectivement cette belle politique familiale.
Comment expliquez-vous aujourd'hui cette baisse de la natalité, Isabelle Le Callennec? Vous avez entendu votre confrère qui l'explique par la politique familiale menée sous ce gouvernement. A-t-il raison ou est-ce un raccourci finalement? Non, je pense qu'il a une partie de la vérité. Les familles ne font pas d'enfants pour les allocs. Ça, j'en suis convaincue. Les démographes sont d'ailleurs réticents à établir un lien direct entre politique familiale et nombre d'enfants. Par contre, il est vrai que ces 5 dernières années, le gouvernement, c'était son choix, on ne le partageait pas, a en effet abaissé le plafond du quotient familial, a en effet baissé les allocations familiales, a en effet remis en cause la prestation d'accueil du jeune enfant et donc modulé en fonction des revenus, remis en cause aussi le congé parental. Ce sont autant de signaux négatifs qui ont été envoyés aux familles. Qui peuvent peser sur des choix d'enfants. J'estime que ce qui est encore le plus important et finalement le plus inquiétant, c'est que cette baisse de la natalité traduit une non-espérance dans l'avenir. En général, quand la natalité baisse dans un pays, c'est que les jeunes couples qui sont en âge d'avoir des enfants, on s'aperçoit que la première natalité est repoussée dans le temps, c'est qu'ils ne croient pas dans l'avenir. Et quand on ne croit pas dans l'avenir, en effet, on a plus de difficultés à s'engager, à fonder une famille parce que il y a d'autres priorités. Donc c'est ça, moi, qui m'inquiète dans cette baisse de la natalité. Quand on rappelle les chiffres du chômage, 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est pas de nature à rassurer les Français. C'est une réalité qu'il faut entendre, puisque c'est la vérité et c'est de ça dont il faut se préoccuper. Et dès que notre pays ira mieux, ce que j'espère dans les mois qui viennent, je pense qu'il y aura de nouveau une espérance qui se traduira en effet par de l'espoir et donc une natalité qui pourrait remonter. En quelques chiffres, un rappel, 34 000 naissances de moins en 2016 qu'en 2014 et la moyenne, l'indice de fécondité en fait est passé de 2 à 1,13 enfants par femme. Monique Orphée, aujourd'hui, comment relancer la natalité? Est-ce le rôle de l'État? Est-ce une inquiétude de ces impacts de la baisse de natalité? Je pense pas que ce soit réellement une inquiétude. D'abord, je rappelle que la société française reste quand même une société dynamique par rapport à l'Allemagne, par exemple. C'est une population qui vieillit moins vite. Après, bien sûr qu'il faut des encouragements, il faut des aides. Et je ne pense pas non plus que la politique qui a été menée pendant 5 ans a pesé, en tout cas, sur ce taux de natalité-là. Et quand on me parle de la modulation des allocations familiales, moi, j'étais pour. J'ai voté cette modulation et je vous explique tout simplement pourquoi. Parce que je trouve que c'est une question de justice. Quand on touche 6 à 7 000 euros et qu'on perçoit 127 euros, je pense pas que ça va avoir un effet sur les revenus ou sur effectivement l'éducation d'un enfant. Et je suis d'accord avec Madame Le Callennec quand vous dites oui, on ne fait pas des enfants pour avoir des allocations familiales ou pour payer moins d'impôts. On fait des enfants parce que c'est un choix. Parce qu'on a envie de fonder une famille, voilà, et on se donne les moyens de les élever, de les éduquer, et bien sûr l'État est là pour donner un coup de pouce. On observe une baisse de la natalité en deçà de 30 ans pour les femmes, c'est-à-dire que finalement c'est l'insertion dans le milieu du travail, l'insertion sociale qui pose problème pour cette natalité. Je disais tout à l'heure, premièrement, je pense que c'est des choix aussi personnels. Vous savez, aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui font des études, qui sortent très tardivement aussi du cursus scolaire. Vous voyez, 27 ans, 28 ans, 29 ans même, on est encore en études parfois. C'est son premier travail. On a très tardivement, effectivement, un emploi stable. Et aujourd'hui, c'est vrai, avant de s'installer, avant de fonder une famille, on a envie d'avoir une situation personnelle, notamment dans le couple, plus stable. C'est ça qui freine et il faut peut-être développer la politique économique, encourager, etc., pour pouvoir peut-être relancer cette natalité, cette envie, effectivement, demain, de fonder une famille et de faire des enfants. Allez, on va poursuivre ensemble ce débat, cette fois avec les relations franco-africaines. Le sommet de Bamako a été l'occasion des adieux de François Hollande à l'Afrique. Ce sera l'objet de 2 questions au gouvernement, dont celle de Vincent Ledoux. Ludovic Faux, vous êtes en direct avec le député Les Républicains du Nord. Oui, Vincent Ledoux, il y a quelques jours, on vient de le dire, François Hollande était en Afrique pour un sommet France-Afrique à Bamako. Vous allez interroger le gouvernement sur ces questions. Qu'est-ce que vous allez concrètement demander ?
Oui, c'est une question essentielle parce qu'il s'agit d'interroger le gouvernement sur sa politique africaine. François Hollande s'est attribué un certain nombre de satisfecit. Moi, je pense que son bilan est plutôt en demi-teinte. Alors, il est vrai qu'il faut reconnaître l'action sécuritaire du gouvernement au Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, particulièrement, on peut penser au peuple malien à qui on peut adresser notre amitié, notre fraternité, notre compassion avec cet attentat tragique qui est survenu à Gao. Mais en même temps, lorsque l'on regarde l'aide française au développement, alors que je signale que c'était son 57e engagement, vous savez, moi, président, j'agirais pour que l'aide française au développement soit plus importante. Eh bien, en vérité, pendant tout ce mandat, elle n'a cessé de baisser de 20%. Ce qui est absolument catastrophique quand on sait que les défis sont majeurs, risques terroristes, mais aussi effectivement que les opportunités sont immenses. Et donc, je pense qu'au cours de ce mandat, il a manqué un souffle africain, une véritable énergie, une mobilisation pour faire en sorte que nos petites et moyennes entreprises qui peuvent aller gagner des parts de marché là-bas, c'est le paradoxe de l'Afrique, c'est-à-dire une grande pauvreté, des défis, mais en même temps une croissance absolument vertigineuse, eh bien que nous puissions y prendre toute notre part. Et donc concrètement, votre question ? Ma question, la première sera la suivante, c'est-à-dire comment on va financer le fonds d'investissement pour l'Afrique qui a été énoncé à Bamako, alors qu'on voit que toutes les lignes de crédit ne cessent de baisser, et puis surtout quel souffle va donner le Premier ministre à la politique africaine qui n'a pas été extrêmement vive pendant tout ce mandat. Merci Vincent Ledoux. On écoutera évidemment si le gouvernement vous apporte des précisions et surtout s'il est possible de redonner du souffle à cette politique dans les quelques mois qui restent au gouvernement. Merci à vous, Ludovic. Isabelle Le Callennec, vous venez d'entendre Vincent Ledoux. Vous partagez ce bilan qu'il a dressé du quinquennat de François Hollande à travers son action en Afrique. Aujourd'hui, l'aide au développement n'est pas assez importante. C'est surtout qu'il avait été annoncé une aide au développement et qu'elle ne vient pas. Donc, Vincent Ledoux, qui suit particulièrement ces questions-là, sait de quoi il parle. Bon, je crois pouvoir dire qu'en la matière, la France-Afrique, c'est derrière nous. Enfin, je le souhaite. Et j'ai bien apprécié ce qu'il a dit. Il a dit aujourd'hui, l'Afrique, ce sont des risques et ce sont des opportunités. Moi, j'ai pas le sentiment que de ces 5 dernières années, on a saisi les opportunités et qu'on a travaillé avec les États africains sur le développement. Ils ont une soif de développement. Je pense en particulier aux jeunes qui n'ont plus forcément le réflexe de la France, mais qui veulent entreprendre, qui veulent développer leur pays. Aujourd'hui, la France est moins présente au bénéfice de l'Asie, des pays asiatiques qui sont très très présents en Afrique. Moi, je pense qu'il y a des liens d'amitié qui nous lient à l'Afrique. Évidemment, il est hors de question d'être indifférent, hors de question de s'ingérer, mais je pense qu'on peut, avec l'Afrique, dans les années qui viennent, avoir des vrais partenariats sur des sujets économiques, de développement. Le pire, c'est de dire et de ne pas faire, de ne pas tenir ses promesses vis-à-vis de l'Afrique. Aujourd'hui, Monique Orphée, la France doit être plus présente qu'elle ne l'a été en Afrique dans cette aide au développement, ce partenariat avec des pays africains. Bien sûr, la France doit être présente et elle est présente. Et moi, j'ai envie de dire une chose sur la politique africaine. D'abord, François Hollande a eu un rapport respectueux avec les Africains. Et dès le départ, puisque j'ai été avec lui notamment pour le sommet africain en 2013 au Sénégal, et j'ai eu cette facilité, j'ai vu cette facilité et ce respect vis-à-vis du peuple africain. En tout cas, c'en est fini de la France-Afrique, comme le dit Isabelle Le Callennec. Sarkozy ou François Fillon récemment encore qui disait qui vantait les bienfaits de la colonisation. Non, moi je crois que il a dit, et d'ailleurs ça avait heurté le leader républicain à La Réunion. Donc moi je dis oui, il faut avoir un rapport respectueux. Le développement de l'Afrique se fera avec les Africains. J'ai eu l'occasion, encore une fois, il y a encore l'année dernière, d'aller à Dakar et j'ai vu que effectivement ces pays ont besoin de l'aide publique au développement parce que ce sont des pays très pauvres qui ont besoin de l'aide des États et notamment on a vu les États-Unis, l'Allemagne qui sont-ils les oubliés de la France et de l'Europe aujourd'hui? Nous, on est seulement à 0,3% de l'aide publique, même pas publique au développement, alors qu'on devrait être à 0,7%. Vous le regrettez? C'est vrai, je le regrette et il faudrait faire plus, mais ce n'est pas seulement du seul fait du président Hollande. Aucun président n'a investi autant, en tout cas en Afrique. 20 milliards qui a été investi entre 2012 et 2016. Je trouve que c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin. L'autre pan de cette relation entre la France et l'Afrique récemment, c'est l'empreinte sécuritaire. C'est en Afrique.
que François Hollande a endossé ses habits de chef de guerre avec cette attitude interventionniste au Mali, opération Serval, puis Barkhane. C'est l'une des réussites aujourd'hui dans ce bilan de François Hollande en Afrique. Isabelle Le Callennec. On parlait dans demi-teinte, les Républicains, ils ont voté les interventions. Donc, en effet, je parlais de sécurité à l'instant. C'est important sur la politique en matière militaire. Nous avons pris nos responsabilités aux Républicains quand la question nous a été posée après l'intervention. Sur des sujets aussi sensibles que cela, je pense qu'il faut, là pour le coup, une unité nationale, que nos partenaires voient quelles sont nos intentions. Mais je crois que là aussi, dans les mois qui viennent, il faudra être très clair sur ce que la France souhaite entretenir comme relation avec l'Afrique, ce qu'on disait à l'instant, ne pas promettre ce que l'on ne tiendra pas, respecter bien évidemment les chefs d'État africains qui ont des projets que l'on doit évidemment soutenir, en les laissant aussi avec leur marge d'initiative. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la façon de se comporter de la France, il y a une histoire, il faut l'assumer, mais maintenant, je crois qu'il faut regarder en avant. Et quand on parle ici avec des Français d'origine africaine ou des Africains qui vivent en France, ils sont très clairs sur cette volonté que la France et l'Afrique renouent des relations, j'ai envie de dire, d'adulte à adulte, et que le développement équilibré, exactement, et que le développement se fasse dans le bien de tous, avec cette notion de partenariat et de respect mutuel. Avec un mot, Monique Orphée, sur cette coopération militaire, intervention militaire tout d'abord française au Mali, puis coopération avec la formation de soldats africains en France, avec toujours ces 4000 soldats qui sont positionnés notamment au Mali. En tout cas, on voit aujourd'hui qu'il a eu raison d'intervenir en 2013 au Mali. En tout cas, ça a permis de stabiliser la région. Et aujourd'hui de passer à autre chose, à savoir, et il l'a dit quand je parlais tout à l'heure de responsabilité des Africains, c'est-à-dire de faire en sorte qu'aujourd'hui, que ce soit les soldats, en tout cas les Africains eux-mêmes, qui prennent en main leur sécurité, et notamment la sécurité dans la région. Et moi, je trouve que ça a été une très bonne chose. Et aujourd'hui, si on voit avec ce sommet des 35 chefs d'État que François Hollande a réussi en tout cas sa politique dans ces pays-là. Il y a une question qui reste en suspens, qui reste problématique entre l'Afrique, la France et plus largement l'Europe. Ce sont les flux migratoires, un sujet très sensible. L'Europe tente un accord pour que les pays africains réadmettent les migrants clandestins. Aujourd'hui, il n'est pas signé. L'Afrique doit faire un pas vers l'Europe sur cette question aujourd'hui, Isabelle Le Callennec. Oui, c'est notre souhait, en tout cas en ce qui nous concerne, que l'aide au développement soit conditionnée à ces accords à signer. C'est très important. On voit bien que la politique migratoire, ces questions-là reviennent dans le débat public et suscitent bien évidemment des interrogations de la part de nos compatriotes. Donc je pense que oui, il faut absolument qu'on aille jusqu'au bout des choses. Je pense que c'est l'intérêt de tout un chacun. Donc nous, clairement, et c'est, je dirais, l'avantage de François Fillon, il dit les choses clairement, il conditionne le développement. Monique Orphée, sur cette question très rapidement, alors que l'on voit Claude Bartolone qui s'est installé au perchoir, l'Afrique doit faire un pas aussi sur cette question des flux migratoires. Bien sûr, mais tout est lié. Je crois qu'il faut les aider aussi à se développer économiquement, et on voit que ce sont des pays d'avenir comme la Chine, comme l'Inde. Donc il faut qu'on garde de bons rapports et qu'on arrive encore une fois économiquement à les aider. Merci à vous Monique Orphée, Isabelle Le Callennec. Tout de suite les questions au gouvernement.